L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est le titre explicite du dernier ouvrage de François Graner. Bonsoir. Bonsoir. Coécrit avec Raphaël Doridan aux éditions Agone, coédité avec l'association Survie. Encore un, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a eu des tas de livres sur la question. Quelle est la différence, par exemple, avec votre précédent livre, Le sabre et la machette, officier français et génocide Tutsi? Là aussi, vous donnez des preuves de cette implication, de cette responsabilité française dans le génocide des Tutsis, avec des citations d'officiers et des témoignages. Alors, en 2014, j'avais écrit un livre où je me disais, qu'est-ce que quelqu'un qui connaît pas le sujet peut se faire, comment il peut se faire son opinion, donc en regardant des déclarations publiques essentiellement. Donc j'ai pris uniquement des documents militaires ou des interviews de militaires publics pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils disaient et si ça confortait ou pas les accusations contre eux. Et ça en confortait certaines, et il y en a quelques autres accusations que ça ne confortait pas. Et là, maintenant, là, c'est vraiment un livre coécrit avec Raphaël Doridan, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la responsabilité de l'État français. C'est l'État en général. C'est pas que l'armée. Donc c'est beaucoup plus général. C'est l'État, c'est ses institutions, la justice, le rôle de la démocratie française. En quoi c'est d'actualité, en quoi c'est un sujet d'actualité. C'est vraiment quelque chose qui permet à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet de comprendre un petit peu tout le contexte qu'il y a autour et de voir en quoi c'est d'actualité. Et puis, du point de vue des sources, c'est beaucoup plus large que simplement les sources militaires publiques. Alors, je rappelle que vous êtes chercheur, membre de l'association Survie, qui tente d'alerter depuis 1993 sur ce qui est en train de se passer, ce qui se passait au Rwanda. Je voulais qu'on revienne sur votre première de couve. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe là ? Alors oui, c'est la coopération entre le président Mitterrand et le président rwandais Juvenal Habyarimana. En fait, depuis l'indépendance du Rwanda, qui était une colonie belge, la France essaye de prendre pied au Rwanda comme elle l'a fait au Zaïre, ex-Congo belge, et comme elle le fait aussi au Burundi. Alors, les visites réciproques de Habyarimana et de Mitterrand l'un chez l'autre participent de cette mise en place arrimage du Rwanda à la zone d'influence française. Et quand la période qui nous intéresse arrive, le Rwanda fait déjà partie de la grande famille franco-africaine, comme le dit le président rwandais. Juvenal Habyarimana, président Hutu, qui, je le rappelle, meurt assassiné, ainsi que le président burundais dans l'attentat de leur avion en 1994. C'est l'événement déclencheur de ce génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, il y a cette phrase dans votre livre de Jean-Christophe Mitterrand, le fils du président français, qui date d'octobre 90. Nous allons lui envoyer quelques bidasses au petit frère Habyarimana. Nous allons le tirer d'affaire. Cette histoire sera terminée en 2-3 mois. Qu'est-ce qu'elle traduit, cette phrase de Jean-Christophe Mitterrand ? Elle traduit beaucoup de choses. Vous l'avez prise comme symbole. Elle traduit plusieurs choses. D'abord, le fait que la cellule africaine, la cellule africaine de l'Élysée, c'était le fils de Mitterrand qui était là. Et il y a un certain nombre de liens personnels entre la famille Mitterrand et la famille Habyarimana qui va jouer dans les relations et dans l'implication de la France dans le soutien au régime d'Habyarimana. Mais c'est pas que ça. Globalement, Mitterrand a une vision géopolitique où il veut inclure dans la zone d'influence française le plus de pays possible. Et le Rwanda, c'est un des... Oui, c'est ça. L'influence. C'est l'influence. Et Mitterrand a fait au Rwanda comme il l'a fait ailleurs, simplement avec des conséquences beaucoup plus extrêmes. Et c'est ça, finalement, la phrase de Jean-Christophe Mitterrand semble dire on va faire là comme on a fait ailleurs. Et c'est le petit doigt dans un engrenage qui fait que la politique française, que ces gens-là considèrent comme banal, de soutien à des dictatures, en échange d'une fidélité et de liens réciproques, eh bien cette politique banale, là où le Rwanda, quand en 93, ça va basculer dans un soutien au plus dur du régime rwandais, aux extrémistes, Hutus, eh bien ça va entraîner la France à soutenir des génocidaires, et donc des conséquences d'une politique banale qui vont être beaucoup plus extrêmes qu'ailleurs. Alors, c'est un livre effectivement très détaillé, sourcé, documenté sur les origines de ce génocide jusqu'à aujourd'hui, avec une chronologie très claire qui remonte jusqu'aux colonisateurs allemands puis belges, qui vont faire, vous dites, des Tutsis une race supérieure apparentée
à la race blanche? Expliquez-nous. Oui, alors le Rwanda est un pays monoethnique. Hein. A priori, tout le monde a la même langue, le même territoire, la même religion. C'est pas comme, il n'y a pas de séparation de ce point de vue-là. Mais il y a des groupes sociaux, il y a des clans. Et les Belges, quand ils viennent et qu'ils arrivent qui veulent diviser pour régner, et qu'ils ont l'habitude d'appliquer une politique de division ethnique ou raciale, vont s'appuyer sur l'aristocratie Tutsi et en faire une race à part. Et c'est vrai que les Européens ont tendance, quand ils colonisent un endroit en Afrique où il y a une société bien structurée, voire une civilisation raffinée à leurs yeux, ont tendance à croire que c'est pas possible que les Africains en soient à l'origine. Et il y a cette théorie du nègre blanc qu'ils vont appliquer en particulier au Rwanda, de dire qu'il y a une race blanche qui a apporté la civilisation. Et les Tutsis ils vont plaquer sur les Tutsis, qui est à l'origine un groupe social, cette théorie raciale de l'époque. Alors en 1957, les Tutsis demandent à s'émanciper de la tutelle belge. Et là, les Belges donnent le pouvoir aux Hutus. Et à partir de là, on assiste aux premières tensions, aux rumeurs, aux assassinats, etc. L'administration belge laisse faire. Bien après vient la responsabilité de la France. Avant, pendant et après le génocide, c'est ce que vous racontez, l'ambiguïté également de l'opération française turquoise. Vous avez même un sous-chapitre, l'État français, un État si peu démocratique. Alors oui, un des intérêts de ce livre est de bien analyser en quoi c'est complètement d'actualité sur le fonctionnement des institutions françaises à l'époque, donc en 1994 et encore maintenant, comment c'est le fait qu'elle soit présidentielle fait que le président et quelques petits décideurs, un petit groupe de décideurs autour de lui peut emmener tout un pays sur une voie d'une politique secrète de soutien à une dictature dans un cas aussi extrême que ça, alors même qu'il y a eu énormément de lanceurs d'alerte. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé avant, pendant ou après le génocide de dire qu'il fallait arrêter ce soutien aux extrémistes Hutus. Et même comme ça, le Mitterrand et ses proches ont maintenu le cap. Et ça pose un gros problème parce que tous les présidents successifs français ont eu les mêmes pouvoirs et ont eu le même genre d'attitude. Et le président Macron a aussi, juste avant son élection, a dit des phrases que Mitterrand n'aurait jamais reniées. Nous sommes attachés à la stabilité des États et même si nous faisons face à des régimes dont nous ne partageons pas les valeurs. Et ça, c'est exactement la notion de stabilité, c'est exactement le maître mot que Mitterrand et l'amiral Langsad, son chef d'état-major des armées, ont utilisé pour justifier la politique de soutien à une dictature à tout prix. Où en est le combat juridique aujourd'hui, cette responsabilité française ? Alors, autant la justice française commence depuis peu enfin à s'intéresser aux dossiers qui concernent les Rwandais suspectés de génocide qui sont réfugiés sur le sol français, autant sur les plaintes concernant la responsabilité française, la justice est aussi, disons, on va dire prudente, que quand elle s'occupe des policiers, on va dire. La justice face à l'armée, elle ne touche à rien, elle ne veut surtout pas toucher aux responsables, elle ne veut pas aller voir les responsables parisiens, et donc, en particulier, elle va clore un dossier emblématique, celui des plaintes des rescapés Tutsis de Bicécéro, qui ont été abandonnés aux tueurs par l'armée française, et où la justice française refuse d'aller voir quels ont été les ordres donnés par Paris. Des victimes Hutus, il y en a aussi. Pourquoi est-ce qu'on en parle moins de manière générale ? Alors, un génocide, c'est une intention d'exterminer un groupe donné parce que c'est un groupe, et donc les gens sont tuer femmes, enfants, bébés, uniquement en fonction de leur naissance. Et ça, il y a eu une volonté d'extermination de la part des extrémistes Hutus et qui ont réussi à faire appliquer ça par une grande partie de la population rwandaise. Il n'y a pas le fait que les mêmes extrémistes Hutus ont tué, par exemple, des opposants Hutus, des gens qui étaient opposés à leur politique, ne fait pas de ça un autre génocide, de même que quand l'Allemagne nazie a exterminé les Juifs, le fait qu'elle ait aussi exterminé des opposants au régime nazi n'a pas fait de ça, de ces meurtres politiques, un génocide. Une poignée de secondes, Monsieur Graner. Il y a toujours ce malaise, on le sent autour de cette question rwandaise. Que faudrait-il pour qu'aujourd'hui, pour résorber ce malaise et sortir de cette injustice
d'instrumentalisation politique? Je pense qu'il faut juste jouer la transparence et que l'État français reconnaisse enfin sa responsabilité comme dans la complicité de génocide des Tutsis, c'est-à-dire le soutien actif en connaissance de cause aux génocidaires, ce qui ne veut pas dire intention, ce qui ne veut pas dire participation, mais cette complicité-là doit être reconnue officiellement par l'État français. François Graner, merci, co-auteur de l'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.